Les Waffen-SS étaient le corps d'élite de l'Allemagne nazie, et donc le plus redouté de son armée. Leur chef était Heinrich Himmler, et ils étaient composés d'hommes de plus de 20 nationalités. Hitler leur faisait tellement confiance qu'il leur confiait souvent les missions les plus difficiles, les envoyant parfois dans des actions quasi suicidaires parce qu'il était tout simplement convaincu qu'ils réussiraient. Conçue à l'origine comme une force de choc et de protection pour les dirigeants du parti nazi, elle s'est transformée en une puissante force de combat de près d'1 million d'hommes. Ces derniers maintenaient une loyauté totale envers le parti nazi et toute leur discipline était basée sur ce précepte. Pour autant, la Waffen-SS a été considérée comme une organisation criminelle lors des procès de Nuremberg qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici donc son histoire. Mais avant de débuter notre vidéo, saviez-vous qu'après la fin de la guerre, de nombreux Waffen-SS trouvèrent refuge au sein de la Légion étrangère française? J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. D'autres ont carrément rejoint le camp adverse. C'est le cas d'un certain Heinz Pfeiffer, qui après avoir travaillé après-guerre pour le service de renseignement ouest-allemand, sera démasqué, tenez-vous bien, comme espion soviétique. Effectivement, durant la Seconde Guerre mondiale, l'espionnage a été monnaie courante, notamment au travers de fameuses machines à crypter, la plus connue étant la machine Enigma, utilisée par les Allemands. Une machine que le commandement militaire allemand utilisait depuis quelque temps déjà, afin de protéger ses communications, mais qui fut créée à l'origine à des fins de secret économique, au vu de ses possibilités de chiffrement vertigineuses pour l'époque. Résultat, faute de pouvoir en percer la combinaison, les Alliés étaient incapables de déchiffrer les messages qu'ils interceptaient, messages qui auraient pu leur permettre de connaître les attaques projetées, les positions des unités adverses, etc. C'est l'un des fondateurs de l'informatique, l'anglais Alan Turing, qui parviendra à découvrir ces secrets. Lui et son équipe, reprenant les travaux de mathématiciens polonais, permettront en effet aux Alliés de lire les nombreux messages envoyés par les Allemands à leurs troupes. Et ce, grâce à des contre-machines, véritables calculateurs programmés pour mouliner entre guillemets jusqu'à trouver la bonne clé de chiffrement. Calculateurs qui seront d'ailleurs baptisés les bombes, possiblement en référence à un dessert polonais. Quoi qu'il en soit, on estime que le cassage de l'Enigma aurait permis in fine d'écourter la guerre de 2 ans et d'épargner près de 15 millions de vies humaines. Ainsi donc, depuis que l'homme existe, il essaie non seulement de protéger ses connaissances personnelles, mais cherche également à en savoir plus sur ce que font les autres. À plus forte raison, dans notre monde moderne. Raison pour laquelle notre sponsor du jour pourrait s'avérer très utile pour vous. Il s'agit de CyberGhost, le VPN numéro 1 en France, qui offre une protection contre les regards indiscrets des cybercriminels, tout en vous permettant d'accéder à des sites web et à des services qui ne seraient normalement pas disponibles dans votre région. De plus, CyberGhost fournit des connexions anonymes aux serveurs torrent, des fonctions spéciales qui permettent des connexions efficaces aux services de streaming et plus encore. En ce moment, CyberGhost vous propose une remise exclusive, 2 mois gratuits avec leur offre de 2 ans, ce qui vous reviendra seulement à 2,19 € par mois. Avec ses serveurs VPN dans plus de 90 pays, CyberGhost répondra à tous les utilisateurs, y compris les plus exigeants, en particulier ceux qui cherchent à sécuriser leurs appareils mobiles afin d'avoir un moyen plus sûr pour accéder en toute sécurité aux points d'accès public Wi-Fi. Les premiers membres des ancêtres, si l'on peut dire de la Waffen-SS, étaient des soldats qui s'étaient retrouvés au chômage après la Première Guerre mondiale, qui faisaient partie des gardes du corps d'Hitler et d'autres dignitaires du Parti national-socialiste. Nombre d'entre eux provenaient des Freikorps, des corps de soldats volontaires irréguliers, et de la Reichswehr, les forces armées de la République de Weimar, ainsi que de divers corps paramilitaires. À signaler que les premiers membres de ces groupes étaient essentiellement des petits délinquants et des hommes ayant fait de la prison pour divers délits. Le 23 mars 1923, Hitler, nécessitant une protection, choisit les 2 premiers membres de sa garde rapprochée, Joseph Berthold et Julius Schreck, 2 hommes de bonne moralité et loyaux envers le parti et lui-même. C'est Julius Schreck qui, après la libération d'Hitler en décembre 1924, à la suite du coup d'État manqué, lui propose de constituer une véritable force de choc et non une simple garde personnelle. À cette époque, Himmler commence à prendre de l'importance au sein du parti nazi et devient le chef national de la SS en tant qu'Oberführer. Les SS appartenant encore au SA, les fameuses sections d'assaut, Hitler décide de les dissoudre, poussé par ses conseillers, dont Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, qui souhaite particulièrement
voir disparaître cette organisation rivale ainsi que Joseph Goebbels. Chose qui sera faite à l'été 1934, durant la nuit des longs couteaux, tous les chefs SA étant assassinés ou arrêtés. Les purges ne se limiteront pas seulement aux dirigeants SA, les éléments conservateurs nationalistes, qui avaient permis à Hitler d'accéder au pouvoir sous Hindenburg, seront également assassinés, entre autres le général Kurt von Schleicher, les collaborateurs de Franz von Papen, ainsi que l'un des chefs de l'aile gauche du parti nazi, Gregor Strasser. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier du Reich. À cette époque, la SS de Himmler compte déjà 52 000 membres. On distingue alors deux courants au sein de la SS, l'Allgemeine SS, un corps de police, et le Bewaffnete SS, un corps militaire entièrement dédié au parti et à Hitler. Plus tard, afin de renforcer sa protection personnelle, Hitler confie au SS la création d'une force blindée pour le protéger. Joseph Dietrich, avec le soutien de Himmler, forme la SS Stabswache Berlin, composée de 120 hommes d'une loyauté sans faille envers le parti et Hitler. Pour rejoindre la Waffen-SS, il fallait être en bonne forme physique, donc être un athlète de haut niveau et faire preuve d'une grande loyauté envers le parti et sa propre unité, ainsi que d'un grand esprit de camaraderie et d'équipe. Et avec la création de ces unités SS, Adolf Hitler décide de procéder à une purge des indésirables. Plus de 80 000 membres sont alors expulsés, criminels, toxicomanes, homosexuels, individus non-ariens, bref, toute personne présentant des signes d'impureté. Pour ce qui est de l'armement, la Waffen-SS dispose d'abord de matériel et d'armes de seconde main, provenant en grande partie de Tchécoslovaquie et d'Autriche. Seul un petit groupe de divisions, dont les membres sont d'origine germanique, dispose d'un équipement de bonne qualité, de même que les unités d'élite. La Waffen-SS a existé de 1925 à 1945. Il y a donc une grande variété d'uniformes au cours de ces 2 décennies, en fonction des grades et des unités. Malgré cela, l'uniforme le plus connu de la Waffen-SS était le noir, car pour les nazis, c'était tout simplement une couleur très sombre qui véhiculait l'autorité. Dans l'Empire allemand, les couleurs les plus populaires pour les uniformes étaient le rouge, le blanc et le noir, qui ont ensuite été adoptés par le parti nazi. Cet uniforme noir a été introduit dès 1932, même si la chemise était encore brune, en souvenir des SA. Il s'agissait de la seule touche de couleur avec le brassard rouge, car même les bottes hautes et la casquette étaient noires. En 1935, alors que la Waffen-SS est déjà une unité extérieure au parti nazi, l'uniforme noir est remplacé par un uniforme brun terre dont la coupe est identique, à l'exception des épaulettes. Dans le même temps, les unités SS, à caractère militaire, adoptent un gris terreux. Cet uniforme, comme le brun, conserve la même coupe que l'uniforme noir, mais remplace le brassard rouge par un aigle et une croix gammée rouge. Au lieu de bottes hautes, il comportait des chaussures ou des bottes à mollets afin de ressembler le plus possible à un uniforme militaire. Dans le même but, des épaulettes de coupe militaire ont été ajoutées par la suite. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, l'apparence des soldats de la Waffen-SS était donc déjà entièrement militaire, à l'exception des officiers qui portaient encore des épaulettes étroites et tressées. C'est également à cette époque que la Waffen-SS adopte l'uniforme de campagne gris-vert à col fermé pour le combat. Cependant, les fournisseurs d'uniformes ne pouvant bientôt plus répondre à la demande de l'armée allemande, la Waffen-SS commence à utiliser des uniformes provenant de n'importe quels entrepôts auxquels elle ajoute les insignes SS. Par conséquent, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il était courant de constater qu'il existait des uniformes différents au sein de la Waffen-SS, voire au sein des unités elles-mêmes. Au milieu des combats, il était impossible de maintenir l'uniformité des uniformes et les soldats portaient souvent des parties d'autres uniformes. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Himmler organise la formation de diverses unités de combat qui seront placées sous la juridiction directe de la SS et qui par conséquent ne rendront compte qu'à Hitler et seront commandées justement par Himmler. Les Waffen-SS font leur baptême du feu lors de l'invasion de la Pologne, mais leurs performances sont, il faut le dire, plutôt médiocres. Himmler étant déjà davantage préoccupé par l'endoctrinement politique et la loyauté envers le nazisme que par la formation militaire, raison pour laquelle de nombreux instructeurs ont préféré rejoindre la Wehrmacht plutôt que la Waffen-SS,
en raison de la forte composante idéologique de cette dernière. Cela peut paraître étrange, car la Waffen-SS était déjà devenue un corps d'élite réputé. Ce qui est certain, c'est que cette campagne en Pologne, mais aussi en France et dans les Balkans, leur a permis d'acquérir une grande expérience et de se perfectionner rapidement pour les prochains combats à venir. Tout au long du conflit, la Waffen-SS s'est révélée être une unité de combat exceptionnellement disciplinée, en particulier lors de l'opération Barbarossa. Ces caractéristiques, associées à leur obéissance aveugle à Hitler, en firent rapidement l'unité préférée de ce dernier. Lors de la troisième bataille de Kharkov, les Waffen-SS ont prouvé leur valeur lorsque le SS Panzerkorps a repris cette ville ukrainienne aux soviétiques malgré leur infériorité numérique, permettant au passage aux armées d'Erich von Manstein de détruire 52 divisions soviétiques. Les Waffen-SS ne connaissant que des succès, cela les amène à se voir confier des missions de plus en plus difficiles. Cela entraîne de facto une augmentation inévitable des pertes dans ce corps d'élite, aggravée par les défaites de Koursk et de la traversée de Dniepr. En 1943, la Waffen-SS avait subi tellement de pertes qu'il fallut autoriser l'entrée d'hommes non allemands, généralement des populations du nord de l'Europe, tels des Néerlandais, des Norvégiens, des Danois, etc. Mais aussi des volontaires de pays européens comme la France, l'Estonie ou bien la Belgique, qui avaient en commun un fort sentiment anticommuniste. Des hommes des Balkans et même des soviétiques prisonniers de guerre sont également acceptés. La pureté raciale doit être mise de côté et la loyauté des Waffen-SS est au final remplacée par la haine des nouveaux soldats envers les communistes. Cependant, comme les pertes au sein de la Waffen-SS ne cessent d'augmenter, Himmler étend la conscription aux adolescents des jeunesses hitlériennes. Le temps d'entraînement de ces garçons étant très court, ils ne seront pas pleinement efficaces sur le terrain. En octobre 1944, avec la mobilisation finale d'Hitler et la création de la Volkssturm, la milice nationale, les jeunesses hitlériennes deviendront la source définitive de recrutement pour la Waffen-SS. L'heure de la débâcle du Troisième Reich sonnant, qui après des défaites comme lors de la bataille des Ardennes en 1944, ou bien l'échec de l'offensive du lac Balaton pour reprendre Budapest, Hitler menace de dissoudre la Waffen-SS et de répartir ses membres dans d'autres unités. Il ordonne également le retrait des titres honorifiques qu'ils ont acquis, un ordre que Joseph Dietrich, le créateur de la SS, refuse d'exécuter. À la fin de la guerre, l'attitude d'Hitler à l'égard de la Waffen-SS ne changera pas. Au contraire, il restera très critique à l'égard de celle-ci, qui connaît de plus en plus de difficultés lors des combats. À signaler tout de même que la Waffen-SS a commis toutes sortes d'atrocités sur le front de l'Est, ce qui a rendu l'armée soviétique très désireuse de se venger. Raison pour laquelle, lorsque les commandants de la Waffen-SS décideront de fuir, ce sera tout naturellement vers le front occidental pour se rendre aux forces américaines. Plusieurs unités de la Waffen-SS ont été impliquées dans des crimes de guerre tels que l'assassinat de prisonniers de guerre et de civils. Cela s'explique notamment par la présence dans leur rang de criminels qui s'étaient engagés dans l'armée du Troisième Reich en échange d'une grâce. C'est le cas des Einsatzgruppen, des troupes dont le but était d'assassiner les Juifs et les Tziganes en Europe de l'Est. Ils ont également procédé à des déplacements forcés de population, brûlé des récoltes et des fermes et exercé des représailles contre les partisans, souvent sous la forme d'assassinats massifs des habitants de villages entiers. Après l'insurrection de Varsovie en 1944, les protestations de la Wehrmacht ont entraîné la dissolution de ces unités violentes, non seulement parce que cela affectait l'image de la Wehrmacht elle-même, mais aussi parce que cela rendait les adversaires de plus en plus vindicatifs, à commencer par les soviétiques. Au moment du procès de Nuremberg, tous les Waffen-SS seront considérés comme des criminels de guerre. Pour autant, aucun membre de la Waffen-SS ne figure parmi les 24 accusés du premier procès de Nuremberg, ni parmi les suivants, et aucune action judiciaire n'est menée contre la Waffen-SS en tant que telle ou contre ses principaux dirigeants. Le peu de poursuites contre des membres de la Waffen-SS s'explique aussi par la volonté des militaires et de nombreux hommes politiques allemands de tourner la page, notamment dans l'optique de la création de l'armée nationale de la République fédérale d'Allemagne. Ce climat explique les propos du chancelier Konrad Adenauer, qui déclare en août 1953 à Hanovre que les unités de la Waffen ont été des soldats comme les autres, des soldats qui au final n'ont fait qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee
ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodote, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.